Jean-François Riffaut, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française qui part demain aux Philippines. Les premières équipes partent demain. Voilà, vous partez vous-même aux Philippines. Oui. Quand on arrive, on va voir les images, quand on arrive dans ce genre de catastrophe humanitaire, quelle est la première urgence, enfin la première chose à laquelle on est confronté? La première chose à laquelle on est confronté, c'est le désordre. Parce que c'est la norme dans ces moments-là. Et donc la première chose qu'il faut anticiper, c'est le lieu dans lequel on va installer son offre de service et la prise en charge des personnes. Et donc c'est aussi pour ça que nous, à la Croix-Rouge française, coordonnés avec le mouvement à Genève, nous avons décidé de ne pas envoyer les équipes tout de suite, dès dimanche ou lundi, mais de travailler avec Genève et avec la Croix-Rouge philippine qui est présente sur place, pour identifier les endroits où il y avait le plus de besoins. Et à ce propos, nous avons dans le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, des équipes qui sont des équipes qu'on envoie dès les 2 heures suivant une catastrophe, qui vont faire de l'évaluation. Elles ont un nom anglais que je ne vais pas dire ici, mais ce sont des spécialistes qui vont d'abord évaluer les besoins, de façon à revenir vers nous dans les 48 heures et nous permettre de dimensionner les équipes à apporter et surtout d'identifier les endroits où nous allons aller. Et donc c'est ça l'enjeu qui est en cours aujourd'hui. Et nous allons nous déployer, nous, Croix-Rouge française, à partir de demain. Alors Jean-François Riffaut, dans les images qu'on vient de voir, on voyait des enfants qui récupéraient l'eau dans un pneu et qui les passaient à travers un t-shirt dans un seau pour filtrer l'eau. C'est pour ça qu'on y va. Alors est-ce que c'est la première chose, c'est l'eau? Parce que oui, bien sûr, la première chose, c'est l'eau. La première chose qu'on fait, voilà, vous et moi, le matin, quand on se lève, on se lave. Si on la boit, cette eau-là, on est épouvantablement malade après? Si on la boit, on risque d'être malade. Et il y a des risques, même s'il n'y a pas de corrélation mécanique entre la survenue d'une catastrophe humanitaire et des épidémies, comme souvent on l'entend, bien entendu, il y a des niveaux de risque qui augmentent et les niveaux de risque portent en particulier sur ce qu'on appelle les maladies hydriques. Et donc les images qu'on vient de voir le prouvent. La première urgence, c'est d'être auprès des gens, de leur apporter des conditions d'hygiène et donc de l'eau pour que ces conditions soient de nouveau normales. Et ce qui frappe également quand on voit les images aux Philippines, c'est que les gens se bouchent le nez tous. Alors, est-ce qu'on est saisi par l'odeur? C'est l'odeur qu'on ne connaît heureusement pas, des corps en décomposition? Il y a certainement ça, et puis il y a certainement le grand chaos, parce qu'il n'y a pas que les corps en décomposition, il y a l'ensemble de j'ai envie de dire, la structure de vie, des éléments, des végétaux, des maisons, et donc les conditions sont très difficiles. Moi, vous savez, je suis allé en Haïti avec les premières équipes de la Croix-Rouge française, 4 jours après le tremblement de terre. Ces équipes-là partagent, en tout cas dès le début, les conditions épouvantables de vie des survivants. L'enjeu majeur, c'est de se porter vite, mais d'une manière coordonnée auprès de ces personnes-là, de façon à délivrer une aide efficace et de façon à ce que l'on appelle dans notre jargon, on en parlait encore hier avec notre responsable des opérations, à figer la situation. Figer la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre le minimum d'ordre possible dans une situation de chaos, apporter de l'eau, mettre des personnes à l'abri, faire en sorte qu'elles puissent manger et avoir des conditions d'hygiène normales. Alors justement, Jean-François Riffaut, je vous propose, on va écouter quelques témoignages aux Philippines de gens qui sont totalement désemparés par cette situation. On écoute. On n'a plus rien à manger. On a survécu au typhon, mais on va mourir de faim ici. Je ne veux pas perdre mon enfant. Depuis le typhon, il a de la fièvre et il perd connaissance. On peut dormir n'importe où, mais on a vraiment besoin de nourriture. Que de nourriture, pas d'argent, pas de maison. Plus rien à manger. On ne peut pas larguer par avion des rations alimentaires? Larguer où? Ce sont des îles entre Cebu et l'île de Leyte. Je crois qu'il y a 5 heures de bateau. Il y a des dizaines, des centaines de kilomètres de mer entre les deux. Et le but du jeu, c'est d'aller se porter auprès des personnes. Ce ne sont pas des objets, ces personnes-là. Ce sont des personnes comme vous et moi. Bien entendu, en cas d'extrême urgence, on peut envisager ça. Mais l'objectif, c'est d'aller apporter une prise en charge complète et humaine des personnes. Ils ont le droit de récupérer des conditions de vie à peu près correctes, en tout cas les moins épouvantables possibles, mais ils ont le droit aussi d'être traités en tant qu'êtres humains. Et j'insiste sur un point qui n'apparaît pas assez à mon avis et qui est pourtant central, c'est le soutien psychologique dont ces personnes ont besoin. Ce qui nous rappelle aussi qu'ils sont d'abord des personnes avant d'être des sujets d'une catastrophe. Alors on sait que, poussé par la faim, il y a des scènes de pillage, évidemment. Oui. Mais vous parliez du chaos. Ça va même plus loin. J'ai appris qu'on allait livrer des lampes solaires, je cite, pour atténuer les risques de violence à l'encontre des femmes. Ça veut dire que dans ces moments de chaos, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus les règles élémentaires du vivre ensemble et on assiste à des viols, on assiste à des choses épouvantables. Je regardais avant-hier une note que nous envoyait la Croix-Rouge philippine et d'ailleurs ça m'évoquait ce que j'avais vécu en Haïti.
au détour de la note, il y a un paragraphe sur le nombre de jeunes femmes qui sont en situation de risque de violence sexuelle. Dans mon souvenir, elles étaient identifiées au nombre de 40 000. Donc, ce typhon a généré tout ce que nous voyons à la télévision, mais a généré aussi beaucoup d'autres situations de risque, très intimes, très personnelles, la violence, comme vous le dites, et très variées. Je prends un autre exemple. Dans cette note de la Croix-Rouge philippine, il y avait le décompte du nombre de femmes enceintes, 90 000 femmes enceintes. Quand on est une femme enceinte dans une situation de vie normale, eh bien, on vit sa grossesse et on espère cet heureux événement tranquillement. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien à manger, non seulement psychologiquement, ça doit être épouvantable, mais physiquement, je pense que ces personnes-là courent des risques. Donc c'est auprès de ces personnes-là que nous nous rendons demain. D'autres images épouvantables, ce sont ces enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes, et on les voit, ils ont des pancartes, il y a écrit Survivor, et il y a écrit le lieu où on les a retrouvés. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants ensuite? C'est vous qui vous en occupez, vous les récupérez Vous allez, croyez-moi, c'est nous qui nous en occupons et je vais vous dire pourquoi. Il y a un sujet qui est très méconnu et qui est central dans l'histoire du mouvement Croix-Rouge, c'est ce qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. C'est ce qu'avait fait Henri Dunant en 1864 sur le champ de bataille de Solferino. Ce rétablissement des liens familiaux est une activité quasiment unique au mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Il consiste justement à donner des lieux d'expression aux personnes qui ont perdu un proche, un membre de la famille, ses parents, son frère, sa sœur. Et nous, bénévoles Croix-Rouge, c'est dans notre mandat au niveau des conventions internationales de Genève, nous devons, chaque Croix-Rouge et chaque Croissant-Rouge, avoir une offre de service de rétablissement des liens familiaux. Il y a d'ailleurs 3 volontaires du mouvement Croix-Rouge qui sont portés en appui des volontaires de la Croix-Rouge philippine spécialistes dans ce secteur-là. Et dès le premier jour, la Croix-Rouge philippine avait un dispositif de rétablissement des liens familiaux pour que ces enfants n'aient plus à porter ces pancartes et retrouvent leurs parents. Parce que comment se comportent les gens? Ils cherchent à fuir, à s'échapper? Ils cherchent à se protéger, ils ont peur. C'est malheureusement assez simple. On est d'abord effrayé. Et donc on veut se protéger. Et après, on essaie de retrouver ces esprits et donc de mieux réorganiser sa protection. Le problème, c'est lorsque la zone de destruction est trop large et que l'on ne trouve pas de lieu pour se protéger. Il y a 700 îlots en Philippines, 11 millions de Philippins affectés par ce typhon. 10% de la population, voilà. Plus de 10% de la population. Voilà, 11 millions, ça fait la population de la Belgique. 300 millions de dollars, enfin 225 millions d'euros, c'est ce que les ONG, d'une façon générale, et dont la vôtre, espéraient récolter comme don. C'est le premier appel. Est-on sûr, si on fait un don à la Croix-Rouge, et on va voir après comment le faire, que cet argent ira bien à la cause philippine et ne sera pas affecté à une autre cause La première chose que j'ai faite, en l'occurrence, parce que c'est aussi de ma responsabilité à la Croix-Rouge française, c'est de travailler avec la direction financière pour ce qu'on appelle ouvrir un compte dédié. Une fois que ce compte a été ouvert, nous avons lancé notre appel, pas avant. C'est-à-dire que lorsque l'on propose aux Français, et lorsqu'on leur demande d'ailleurs, amicalement, de faire un don soit sur notre site internet, soit en envoyant un courrier, et de libeller leur chèque Typhon Haiyan, c'est parce que notre compte, dans nos comptes contrôlés par la Cour des comptes, s'appelle Typhon Haiyan et que nous sommes tenus d'utiliser l'ensemble de ces fonds pour le Typhon Haiyan. C'est la même chose pour l'ensemble des associations françaises qui sont membres du comité de la Charte et qui respectent ces règles très strictes de l'encadrement de la générosité en France. Et pour ceux qui auraient des doutes, je crois que vos comptes sont contrôlés par la Cour des comptes. La Cour des comptes, le comité de la Charte, des contrôleurs aux comptes bien sûr, et surtout ils sont publiés sur nos sites internet. Alors, et voilà, et donc si on veut faire un don, donc soit le chèque alors du Typhon Haiyan, c'est le nom à la du Croix-Rouge typhon, française, ou soit sur internet, alors il y a l'adresse qui s'affiche, voilà, c'est croix-rouge.fr. Merci beaucoup, Jean-François Riffaut, et on vous souhaite bon courage de tout cœur. Merci beaucoup. C'est avec vous partez demain aux Philippines et vous êtes le porte-parole de la Croix-Rouge française. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans